Au sommaire de ce journal, le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré le 5e pont ce samedi. Cette infrastructure qui porte son nom est désormais opérationnelle. Et vous le verrez dans cette édition, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, a procédé également ce samedi au lancement des compositions des concours de la fonction publique session 2023. Et l'Office ivoirien pour les parcs et réserves et le projet WACA, programme de gestion du littoral ouest africain, ont récemment rencontré les populations riveraines du parc national d'Azani. Les détails dans ce journal. C'est l'heure de l'information sur Business 24. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. C'est dans une ambiance de festivité et de fierté que le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a présidé la cérémonie d'inauguration du 5e pont de Cocody, marquant ainsi une étape importante dans le développement de l'infrastructure et de l'amélioration de la circulation dans la capitale économique du pays. Initialement prévu pour être livré début août, le pont porte désormais le nom du président de la République, Alassane Ouattara, nous disent Diane Kablakan et Maru Seri. Le nouveau pont, d'une envergure impressionnante et d'une architecture moderne, relie les quartiers de Cocody et d'Abidjan, facilitant ainsi la circulation des personnes et des biens. Il offre également une vue panoramique sur la lagune Ébrié, ajoutant ainsi une dimension esthétique à l'ouvrage. Fruit du partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et la Banque islamique de développement, ce pont vient compléter à énième le nombre de ponts sur la lagune Ébrié. Excellence, Monsieur le Président de la République, je reste convaincu que la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens retiendront que c'est avec vous qu'Abidjan a vu la construction du 3e pont, du 4e pont qui doit relier la commune de Yopougon à Adjamé en passant par Atekoubé. Et ce 5e pont sur la lagune Ébrié, ainsi que la construction de plusieurs échangeurs. Alassane Draman Ouattara dit Ado, c'est ainsi que va désormais s'appeler le 5e pont. Nom proposé par le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, c'est avec fierté que le président a accepté. Dans son discours, le président Alassane Ouattara a souligné l'importance de cette nouvelle infrastructure dans le développement de la région. Il a salué les efforts déployés par le gouvernement et tous ceux qui ont œuvré pour mener à bien ce projet et a exprimé sa satisfaction quant à la fin des travaux dans les délais prévus. Il s'agit de l'inauguration d'une œuvre architecturale d'une rare beauté qui donnera encore plus d'éclat à notre capitale économique et contribuera ainsi à son rayonnement. Pour les populations, le pont Alassane Draman Ouattara fait la fierté de la Côte d'Ivoire. C'est une joie pour nous, en tant que riverains déjà de Cocody. C'est un accès facile pour nous de relier le plateau. Nous voulons vraiment dire merci au président de la République pour cette initiative. Ça me fait absolument plaisir. À l'habitude, je passe, le pont est fermé. Mais aujourd'hui, j'arrive, je trouve que c'est ouvert. Donc j'ai profité pour passer, pour voir ce qui se passe. En tout cas, je ne pouvais pas passer pour partir comme ça sans m'arrêter. Ça va beaucoup aider les Ivoiriens à venir au travail. Désormais, le nouveau pont de Cocody permettra de désengorger le trafic routier, réduisant ainsi les embouteillages auxquels les habitants de la commune du Plateau et de Cocody étaient confrontés quotidiennement. De plus, cette nouvelle connexion facilitera l'accès aux zones commerciales, aux zones industrielles, ainsi qu'aux institutions et différents services publics. Ce samedi, donc, Abidjan a inauguré le 5e pont de la ville d'Abidjan, 5e, mais pas le dernier pour Alassane Ouattara, le président ivoirien qui est en train de donner une véritable leçon de souveraineté à certains de ses collègues présidents qui cherchent d'âme souveraineté partout sauf là où il faut. C'est Issa Badini qui le dit. Vous l'aurez compris, c'est samedi et c'est l'heure de la chronique Business 24. Ça y est, le 5e pont, sinon le pont reliant la commune du Plateau à celle de Cocody est livré et donc ouvert aux usagers. Plus de 100 milliards de francs CFA et un peu plus de 3 ans ont suffi pour dresser au cœur de la capitale économique ivoirienne
cette autre infrastructure routière qui allie gigantisme et esthétisme dans une ville en pleine cure de jouvence. Une inauguration qui se fait cependant dans un contexte régional pour le moins tumultueux, fait de coups d'État, des discours dits de nationalisme et de souveraineté. Et cela nous ramène à une époque récente de l'histoire de cette région ouest-africaine, aujourd'hui sous l'effet de la rampe. Il y a 66 ans, à un jet de pierre de ce monument dans la ville, était inauguré le pont Félix Houphouët-Boigny, dans un contexte aussi marqué par le nous préférons la liberté dans la pauvreté que l'opulence dans l'esclavage d'un certain Ahmed Sékou Touré. Tout fait tout flamme à l'image aujourd'hui des putschistes des 4 pays, Guinée, Mali, Burkina et Niger. L'homme au verbe haut et au boubou blanc avait fini par faire le vide autour de lui et de s'en prendre à son propre peuple avec des milliers de morts et de disparus. L'État étant l'autre nom de Dieu, plusieurs années après, l'histoire a fini par donner raison à Houphouët-Boigny et à l'orientation qu'il s'était donnée, car à l'ère du bilan, il y avait plus de Guinéens en Côte d'Ivoire que d'Ivoiriens en Guinée, malgré une ressemblance insoupçonnée de richesses dans les deux pays. 66 ans après, bien que cette histoire n'ait plus aucun ride, des nouveaux rêveurs ont remis le couvert. En 2023, pendant que Alassane Ouattara construit son pays avec la dernière énergie, au Burkina, au Mali et au Niger, Goïta, Ibrahim Traoré et le général Tiani détruisent leur pays avec la même énergie et hélas avec la bénédiction d'une petite rue bruyante qui sait cependant à peine où le soleil se lève ni où il se couche. Tout comme hier, Houphouët-Boigny, traité comme collabo de l'Occident, a fini par avoir raison, Alassane Ouattara aujourd'hui et demain va sans doute avoir raison parce que l'un et l'autre ont compris trop tôt que souveraineté rime avec développement et c'est pieds et mains joints qu'ils s'y mettent. Étant donné que le peuple a besoin de jeux, mais aussi et surtout de pain, soutient Isaïe Biton Koulibaly dans Merci l'artiste, cette même foule qui exulte naïvement aujourd'hui avec espoir va s'insurger demain avec désespoir. En attendant le réveil des populistes et autres souverainistes, le pont à Auban porté par ses 9 travées trône fièrement et lumineusement au cœur d'Abidjan, avec ses 630 mètres de long et 29 mètres de large et son pylône de 100 mètres de hauteur. Comme pour dire, faites vos guerres de souveraineté, mais c'est à Abidjan que vous viendrez passer vos vacances. Ce n'est pas la meilleure sanction ça, quand la tête refuse de réfléchir, c'est le corps qui souffre, dit-on. Au passage, un soutien à la presse burkinabé, dont le signal d'un de l'air a été coupé, Omega FM, par les maîtres de Ouaga. Ah, le pouvoir. À bientôt. Et toute autre chose à présent, la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Oloto, a procédé ce samedi au lancement des compositions des concours de la fonction publique session 2023. Débuté le 17 avril 2023, le processus de l'organisation des recrutements dans l'administration publique entre dans sa phase pratique avec les compositions qui se déroulent dans les 10 chefs-lieux de région retenus. Le reportage est signé Pierre Tebeu et Nicolas Angwa. Lycée classique d'Abidjan, ce samedi 12 août 2023. C'est un exercice désormais habituel. La ministre Anne-Désirée Oloto procède au lancement des compositions des concours de la fonction publique. Je vous souhaite très bonne chance. Que Dieu soit celui-là qui vous inspire. Comme pour l'année dernière, il y a 10 localités qui ont été choisies. Donc en plus d'Abidjan, il y a 9 localités de l'intérieur du pays où les candidats composent actuellement au même moment que ceux d'Abidjan. Et c'est autour selon les concours. Chaque concours a donc ses épreuves. Et on a aujourd'hui au total 500, pour toute la session 2023, 563 concours qui ont été ouverts, donc 405 pour les compositions sur table. Parce qu'il faut retenir que nous avons deux types de concours. Il y a des concours à composition sur table, comme ce qui se passe depuis ce matin, et il y a des concours études de dossiers. Il n'y a pas de composition sur table, donc c'est à l'analyse des dossiers que ces concours-là sont organisés. Et donc on a au total 563 concours pour la session 2023. Le processus de l'organisation des recrutements dans l'administration publique entre
dans sa phase pratique. La ministre de la fonction publique a saisi l'occasion pour se féliciter depuis 3 ans du bon déroulement du processus et de la crédibilité du concours. Car aujourd'hui, la fraude et la corruption tendent à totalement disparaître dans les concours de la fonction publique. Mais les marchands d'illusions restent toujours tapis dans l'ombre, donnant de faux espoirs aux Ivoiriens désireux d'être fonctionnaires. La ministre leur adresse des mises en garde. Je voudrais également lancer un appel à tous ces vendeurs d'illusions, en leur disant qu'ils font beaucoup de mal aux familles, qu'ils font beaucoup de mal aux candidats, en leur vendant cette illusion de penser que, en donnant de l'argent à un inconnu, à cet intermédiaire qui, malheureusement, n'a aucune interface au niveau de la fonction publique dans nos administrations, en subtilisant, j'ai envie de dire, en extorquant des fonds à des personnes de bonne volonté, mais c'est grave. Il est bon de signaler que comme les années précédentes, les compositions des concours de la fonction publique se déroulent de façon simultanée dans les 10 chefs-lieux de régions retenues. Le docteur Israël Ngoran, fondateur du REVAS, un parti politique dénommé Retour aux valeurs sources, était récemment face à la presse. Il s'agissait pour lui de dévoiler la feuille de route, ou du moins les solutions du REVAS pour sauver la Côte d'Ivoire des crises socio-politiques répétitives depuis le décès du père fondateur. Découvrons ces solutions avec Koné Nanourgo et Tima Traoré. Vêtu de blanc, symbolisant la paix, c'est un sauveur de la Côte d'Ivoire que le docteur Israël Ngoran s'est présenté à la presse. Objet de cette apparition médiatique, dévoiler les solutions de son parti, Retour aux valeurs sources REVAS, pour changer la trajectoire chaotique du pays d'Houphouët-Boigny face aux crises sociopolitiques répétitives. Mais avant, le conférencier a dépeint un sombre tableau de la situation du pays qui a abouti à une conclusion claire. Nous avons mûri notre réflexion. Et notre verdict est on ne peut plus clair. La Côte d'Ivoire est confrontée à 2 sérieux problèmes. La constitution inadaptée aux valeurs du multipartisme, voire de la démocratie, et la mauvaise foi, très partagée, des acteurs politiques qui divisent et opposent mortellement nos peuples. Après ce diagnostic très clair de la situation, Dr Israël Ngoran, au nom du REVAS, a proposé sa feuille de route pour sauver le pays. Le moment est venu de faire face à nos faiblesses de façon responsable. Alors ensemble, convoquons une conférence nationale afin de analyser et amender au besoin notre loi fondamentale ou la réécrire pour la rendre plus claire et compréhensible par tous. Surtout, bien l'adapter aux exigences de la démocratie moderne, selon nos propres valeurs sociales, culturelles et culturelles. Discuter de la bonne formule afin d'asseoir une commission électorale véritablement indépendante, sans la participation ni des candidats, ni des partis politiques, pour éviter que des candidats soient en même temps juges et partis. Il faut trouver un bon mécanisme afin que les candidats aient confiance en la commission électorale indépendante. Cette conférence de presse animée par le docteur Israël Ngoran, président du REVAS, s'est tenue sur le thème « Crise électorale et politique à répétition, comment sauver ma Côte d'Ivoire, feuille de route du REVAS ». Et un mot en éducation nationale, le 41e congrès ordinaire du syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire s'est tenu récemment. Le thème pédagogique abordé lors de cet événement était les évaluations formatives à l'école primaire. Le volet syndical de cet événement, intitulé le SYNEPSI, chaîne de génération, action futuriste, met en avant l'engagement du syndicat à assurer la continuité des valeurs et des actions en faveur de l'éducation. Le compte-rendu de Diane Cablancan et Augustin Kra. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire, SYNEPSI, agit comme un lien entre les générations d'enseignants en œuvrant pour l'amélioration des conditions de travail et l'avancement de l'éducation primaire. Son 41e congrès a débuté avec une allocution d'ouverture du président du SYNEPSI,
qui a souligné l'importance des évaluations formatives dans le développement des élèves du primaire. Il a insisté sur le fait que les évaluations formatives étaient un outil clé pour aider les enseignants à comprendre les besoins individuels des élèves et à adapter leur enseignement en conséquence. C'est un congrès, c'est le 41e du genre et nous sommes retrouvés pour discuter sur deux thèmes, un thème pédagogique et un thème syndical. Le thème pédagogique, c'est les évaluations formatives en milieu scolaire et particulièrement à l'école primaire. Et le thème syndical, le SYNEPSI, une chaîne de génération des actions futuristes. Nous sommes retrouvés pendant 2 jours, nous avons travaillé, les camarades m'ont fait plaisir en m'acceptant de me reconduire encore à la tête de notre organisation. Donc nous allons nous remettre encore la tâche pour apporter du sang neuf, pour apporter encore, pour aborder des points très importants au niveau de notre... Au cours de ce congrès ordinaire, les discussions des ateliers et des présentations ont eu lieu pour explorer en profondeur les avantages des évaluations formatives et pour discuter des initiatives futures du SYNEPSI en matière d'éducation. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, marraine de ce congrès, était représentée par Doumbia Salimata, qui a encouragé au nom de Maria Toukone, Andjou et ses camarades pour leur initiative. Oui, nous sommes satisfaits parce que vous savez, le SYNEPSI est un de nos syndicats les plus responsables, comme nous l'avons dit. Le SYNEPSI est une force de proposition. Ils se sont réunis en congrès, ils ont des résolutions que nous avons trouvées pertinentes. Le congrès a également été l'occasion pour le SYNEPSI de présenter ses actions futuristes en termes de syndicalisme et d'amélioration des conditions d'enseignement. Madame Sophie Martin, membre du bureau exécutif du syndicat, a annoncé le lancement d'une campagne nationale visant à sensibiliser le grand public aux enjeux de l'éducation primaire et à promouvoir la reconnaissance du métier d'enseignant. Elle a souligné l'importance de la solidarité entre les générations d'enseignants pour créer un avenir plus professionnel. L'Office ivoirien pour les parcs et réserves, OIPR, et le projet WACA, programme de gestion du littoral ouest africain, ont récemment rencontré les populations riveraines du parc national d'Azani, c'est à Grand Laou. Objectif, les sensibiliser à la protection de la mangrove et demander leur pleine implication en vue de les amener à prendre des initiatives pour la protection de ces écosystèmes fragiles de mangrove. Le commentaire est signé Pierre Tebeu. À Grand Laou, les 5 villages du littoral riverain du parc national d'Azani se sont donné rendez-vous dans le village de Boyo. Il s'agit de Toukouzou, Amesangue-Sandon, Djateke et Nanouzou. Ils répondent à l'invitation de l'Office ivoirien pour les parcs et réserves OIPR et le projet WACA, programme de gestion du littoral ouest africain. Ils ont été sensibilisés sur la protection des mangroves qui évoluent dans un écosystème fragile. Le sentiment que nous avons au niveau du projet WACA, c'est que déjà il y a une prise de conscience au niveau des populations. Les populations sont informées de ce qui se passe. Ils savent qu'il faut préserver ces parcs-là, mais le constat il est quand même mitigé au niveau de la préservation parce que le défi il est grand. Et l'appui qui est fait jusqu'à présent, il y a quand même quelques petits problèmes pour éviter les intrusions au niveau du parc, pour préserver cette mangrove-là. Après les 5 villages du littoral, c'était au tour des 6 villages de l'intérieur de recevoir la délégation de l'OIPR et du projet WACA. Il s'agit de Nanjibo 1 et 2, Irobo, Djidjikro, Zida et Brafédon. Ici, les populations riveraines du parc national d'Azani ont été sensibilisées sur la protection de la mangrove. On ne peut pas surveiller le parc 24 heures sur 24 parce que vous avez des communautés qui vivent autour et donc il faut vraisemblablement les associer dans ce que nous menons pour donner un peu plus d'efficacité dans notre action de conservation de nos aires protégées. C'est tout l'intérêt en fait de l'action que nous menons parce que plus on les intéresse, moins ils agressent le parc et puis mieux ça vaudra pour nous. Et ce qui fait qu'aujourd'hui on mène ces actions-là pour amener ces communautés-là à mieux comprendre nos actions, à mieux comprendre les actes que nous posons parce que rester en retrait, chacun va se forger des idées et trop souvent nous avons des agressions qu'on n'arrive pas à expliquer.
Autre préoccupation de la visite de l'OIPR à Grand Laou, réactiver le bon fonctionnement des associations villageoises de conservation et de développement AVCD. Des associations qui, dans un cadre participatif, permet aux riverains du parc national d'Azani de s'impliquer dans la gestion et la protection de l'aire protégée. Constat a été fait que la jeunesse doit encore s'approprier l'outil. C'est ce qui ressort de cette rencontre à Grand Laou avec les autorités et les têtes couronnées. Donc aujourd'hui, nous tous nous sommes rendus compte que la population jeune a été beaucoup indexée. Donc nous allons sensibiliser les jeunes afin qu'ils puissent s'approprier ces projets-là, ces micro-projets, pour que ces projets-là puissent être un succès, une réussite dans les différents villages. Le parc national d'Azani, il faut le signaler, est déclaré site Ramsar. L'Office ivoirien pour les parcs et réserves OIPR se charge de la protection en partenariat avec les populations riveraines. Et prenons tout de suite la direction de Boaké. Le rendez-vous mensuel les jeudis du district autonome de la vallée du Bandama a consacré les échanges sur la desserte en eau potable en milieu rural et urbain. Les directeurs régionaux en charge de sa gestion ont exposé sur l'exploitation de cette ressource dans les régions de Boaké et du Hambol, disponibilité de la ressource, les difficultés de sa gestion et les perspectives pour améliorer le service de distribution ont constitué l'essentiel de leur présentation. Emmanuel Bonzo. En matière d'hydraulique portant sur la desserte en eau potable en milieu rural, le district autonome de la vallée du Bandama est pourvu en équipement. De nombreux villages dans les régions de Boaké et du Hambol bénéficient de pompes à motricité humaine et d'ouvrages adéquats permettant aux populations de bénéficier de cette ressource importante pour leur vie. Malgré les efforts, plusieurs dysfonctionnements entravent parfois la disponibilité de l'eau pour les administrés dans les villages. Cela dû à l'indiscipline des utilisateurs, à l'insuffisance de pompes à motricité humaine, à la chute des débits et à la vétusté des installations hydrauliques. Face à cela, l'État ivoirien s'emploie à travers de grands travaux à résoudre ces difficultés. Que ce soit dans le Hambol comme dans le Boaké, il y a de grands chantiers pour régler le problème d'eau sur toute l'étendue du district de la vallée du Bandama. Du côté de l'unique entreprise de production et de distribution de l'eau en Côte d'Ivoire, son directeur régional a aussi présenté les efforts entrepris pour assurer un meilleur service aux abonnés. L'État de Côte d'Ivoire a décidé, face à la pénurie d'eau qu'on a connue sur la Loka, a décidé d'approvisionner Boaké et toutes ces villes périphériques à partir du fleuve Bandama, d'éviter ce qui s'est passé en 2018. Pour le ministre-gouverneur Jean-Claude Kouassi, la question de l'eau occupe une place prépondérante dans le développement du district autonome de la vallée du Bandama. Nous savons que la question de l'eau potable est un enjeu à la fois local, national et même international. Elle justifie tous les efforts engagés et les sacrifices consentis par l'État de Côte d'Ivoire et ses démembrements pour y faire face. Cette session des jeudis du district a permis à l'assistance de saisir tous les efforts consentis au plan national et même local pour un meilleur approvisionnement en eau potable des administrés du district autonome de la vallée du Bandama. Les chefs coutumiers du département de Diokwe, dans la région du Guémon, ont pris l'engagement d'œuvrer pour le maintien de la paix et de la cohésion sociale. C'était lors de la clôture du séminaire éclaté à l'intention des chefs du village et des communautés le week-end dernier à Guézon, nous dit Théodore Kanga. Démarré le 12 octobre 2022, à l'effet d'inculquer aux têtes couronnées du département de Diokwe les rudiments nécessaires à leur mission d'auxiliaire de l'administration ivoirienne, les séminaires éclatés ont pris fin le 25 juillet 2023 à Guézon. Ce fut l'occasion pour le préfet de région d'édifier les auxiliaires de l'administration ivoirienne sur leur rôle dans le dispositif administratif. Nous avons toujours pensé qu'une chefferie traditionnelle efficace et digne est source de paix et de développement local. C'est ce qui explique mon engagement et celui de l'ensemble de mes collaborateurs pour leur permettre d'avoir les rudiments nécessaires
pour exercer leurs fonctions. Quand vous avez la chance d'avoir un préfet de région qui ne se contente pas de rester dans son bureau pour dire mes préfets départementaux travailler, qui est sur le terrain avec eux. Je voulais d'abord féliciter le corps préfectoral à travers le préfet de région pour l'initiative qu'il a eu à prendre dans le cadre de la formation des chefs du village et des chefs traditionnels. Nous sommes associés à cet événement parce que ça prône le développement durable. Ça prône, n'est-ce pas, le développement durable. Et comme nous sommes une entreprise, n'est-ce pas, inscrite dans la durabilité, donc nous voulons accompagner les autorités dans cet événement-là. Conscient du rôle important des chefs traditionnels, l'État de Côte d'Ivoire veut les engager à être partie prenante dans le processus de développement économique et social du pays. Ces séminaires éclatés sont donc un bon début pour qu'ils s'approprient les outils nécessaires pour jouer convenablement leur rôle d'auxiliaire administratif. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de cette édition proposée par l'ensemble de la rédaction. Continuez de suivre Business 24 Africa, la chaîne au cœur de l'information d'ici et d'ailleurs.